Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, M. Ousmane Danfodio Diallo, président de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration Hardy, le parti de l'or bleu. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, quand je regarde votre parcours, vous êtes titulaire d'un diplôme cycle A de l'ENAM, option diplomatie. Et sur le plan professionnel, vous êtes aujourd'hui administrateur de deux entreprises qui évoluent, l'une dans le domaine de l'eau potable et l'assainissement et l'autre dans la transformation des produits laitiers, agroalimentaires et cosmétiques. Déjà, quand on s'attarde sur votre formation, vous avez opté à un certain moment d'aller à l'ENAM, donc vous former en diplomatie. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Tout à fait. Lorsque nous avons décidé, mes camarades et moi, de créer l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, Hardy, le parti de l'or bleu, nous nous sommes donné des tâches parce que aller en politique... C'était en 2004. Tout à fait. Je me suis inscrit en 2003, c'est-à-dire déjà l'idée de créer le parti. Et nous nous sommes dit, chacun doit en plus de ses capacités universitaires ou de ses capacités réelles, et se trouver d'autres capacités politiques. Et de mon point de vue, la diplomatie, c'est si vous voulez, c'est la synthèse de la politique. Et donc, moi, j'ai choisi d'aller en diplomatie parce que j'ai choisi d'aller en politique et je ne veux pas faire la politique comme les autres. Voilà pourquoi je suis allé en diplomatie. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas allé faire diplomatie pour faire une carrière de diplomate? Non, pas du tout. Mais surtout pour vous former? Politiquement. Dans le but de sauter dans l'arène politique? Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous motive? On était en 2004, vous êtes, je crois, une dizaine, donc, et vous avez l'intention de créer un parti politique. Et d'abord, vous choisissez de vous former. C'est quand même pas une démarche classique. Tout à fait. En réalité, le parti, c'est depuis les années, enfin après l'université, parce que nous avons tous fait l'université, c'est après l'université, nous étions déjà en train de nous demander si nous allions créer un syndicat pour défendre l'accès à l'eau potable, ou s'il fallait créer un cercle de réflexion pour voir comment on allait aider les populations à accéder à l'eau potable. Et enfin, nous nous sommes convenus que le parti politique allait nous offrir plus d'opportunités, surtout plus de visibilité, parce que là, on a remarqué que pour avoir la presse à l'époque, c'est beaucoup plus les partis politiques. Et donc, l'objet premier, c'était surtout de mettre la pression, de montrer que les populations à la base souffrent. Et le moteur du développement de notre pays repose sur l'accès à l'eau. Mais quand vous dites « nous » à l'époque, parce que vous avez utilisé « nous », non, avant même le parti, vous indiquez que vous étiez dans la réflexion. Est-ce qu'il faut créer un cercle? Oui. Mais le nous, c'est qui? Nous, c'est le bureau politique, parce que le bureau n'a pas varié. Hein, donc depuis l'université? Depuis l'université, nous étions des camarades, et puis peut-être c'est quelques-uns qui sont venus s'ajouter, sinon... C'est des camarades depuis l'université. Et vous étiez motivé par la question de l'eau. On va y revenir. Merci, on va y revenir. Mais sur le plan professionnel, on va s'attarder là-dessus. Vous êtes administrateur, je l'ai dit, de deux entreprises donc, qui évoluent, l'une dans le domaine donc, de l'eau et l'assainissement et l'autre dans le domaine donc, de la transformation des produits laitiers. Évoquons cette question de la problématique du lait au Burkina Faso, parce que la grande partie des produits laitiers consommés sont issus de l'importation. Pour vous, aujourd'hui, quel est le problème? Je dirais, avant de développer, que c'est une question politique. Et qu'est-ce qui m'a poussé d'ailleurs à entrer dans ce domaine? C'est vrai que je suis fils d'éleveur. Naturellement, je voyais nos mamans qui, dans le mois de juillet, août, septembre jusqu'aux récoltes, et l'offre en lait dépasse la demande. Et quand elles partent au marché, comme c'est bien périssable, tout ce qui n'est pas vendu est nécessairement versé. Et
j'ai vu aussi qu'elle fabriquait du savon à base du beurre extrait de ce lait. Mais ce savon, vous m'excusez, qu'elle aussi appelle communément Silmisanfande, et n'évoluait pas également. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rentrer ces différents produits dans le marché. J'ai essayé de contacter quelques ingénieurs et quelques docteurs vétérinaires. Je n'ai pas eu de solution, donc à partir du net, j'ai eu un Hollandais, un chimiste qui est venu et qui nous a formés, bien sûr, quelques-uns de mes agents plus ou moins, sur la technique, par exemple, de transformer le reste du lait frais en savon moderne, industriel bien entendu, comment transformer le beurre, puisque nos mamans avaient ce beurre qu'on utilise pour manger nécessairement dans les villages, mais la conservation également posait problème. C'est là également qu'il nous a formés à partir du miel, comment on peut stabiliser ce beurre pendant toute période qu'on veut. Donc voilà un peu. Mais monsieur Diallo, quand vous dites que c'est un problème politique, je dis que c'est un problème politique parce que je suis gêné de dire, par exemple, si vous prenez le ministre de l'élevage, je n'ai rien contre lui, mais je ne sais pas, apparemment il était dans les postes de télécommunications, je ne sais pas. Mais il faut prendre quelqu'un du domaine. Moi, je vais dire déjà, je vais dire clairement, parce que si j'accède au pouvoir, il n'y a rien à faire, c'est un du domaine que je vais prendre. Pas qui a étudié forcément, mais je vais prendre un éleveur, quelqu'un qui est né dans l'élevage, qui connaît l'élevage. Ce que moi je connais, en tant que fils d'éleveur, ce n'est pas pour faire, mais je sais que beaucoup qui sont allés étudier en Europe ne le connaissent pas. Parce que le type d'arbre, le type d'herbe, le type de... tant de choses que nous avons ici ne se trouvent pas en Europe. Mais on n'a pas forcément besoin d'être un fils d'éleveur pour pouvoir être un bon ministre de l'élevage. Moi, j'ai fait une observation de tous les ministres qui se sont succédés. Je n'ai pas vu cette volonté manifeste. Je n'ai pas vu cette volonté. Je n'ai rien contre le ministre actuel, je ne le connais pas. Mais je n'ai pas vu cette volonté manifeste d'accompagner. Ce que je vous disais, quand j'ai été formé, je suis allé former 200 femmes à Douri en technique de transformation des produits laitiers. 200 femmes qui sont, et il y a une d'ailleurs qui a eu le prix innovation de Oxfam. Donc, je veux dire que si le lait, l'offre dépasse la demande dans les périodes de juin, juillet, août, septembre, mais il faut trouver des techniques pour conserver ce lait. Mais ici, est-ce que, parce que là vous pointez la question politique, mais est-ce que ce n'est pas le privé aussi qui est en cause? Parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas un domaine de charité, il s'agit d'aller faire des affaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la transformation du lait, on a des petites unités semi-industrielles, mais on n'a pas véritablement d'investissement comme ça pour avoir vraiment une entreprise digne de ce nom, avec toute la technologie qui va avec, pour nous sortir tous les produits du lait. Merci. Merci. On revient à la question passée. En réalité, beaucoup ne croient pas à ce secteur. Beaucoup ne croient pas au secteur de l'élevage. Beaucoup ne croient même pas aux produits laitiers. Beaucoup n'aiment même pas l'odeur. L'odeur du lait frais. Il y en a qui n'aiment pas l'odeur du savon. C'est pourquoi d'ailleurs ils disent Silmisanfande. Pourquoi dire Silmisanfande? C'est du savon qui peut être utilisé à n'importe quel moment, mais on a dit c'est bien, ce n'est pas... Voilà. Non, je pense d'abord... Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que sur ce plan, c'est peut-être juste parce que la plupart du temps, c'est fabriqué, voilà, par les peuples, c'est peut-être ça qui lui vaut l'expression. On peut accepter, mais je vais dire que j'ai beaucoup d'amis, même quand nous allons, il y a beaucoup qui disent que non, le lait est incompatible avec la bière, avec les boissons alcoolisées. Et si on prend à une grande échelle, on comprend pourquoi on n'investit pas beaucoup dans ce secteur. Alors que le secteur de l'élevage, je pense, et d'ailleurs j'ai lu beaucoup là-dessus, c'est le secteur le plus porteur aujourd'hui. Mais c'est négligé. Pourquoi c'est négligé? Parce que les gens n'y croient pas. Ils n'y croient pas. C'est ça le problème. Est-ce que votre entreprise marche bien, de transformation de produits laitiers? En tout cas, ça marche. Donc je ne me plains pas parce que
Et beaucoup ont utilisé, beaucoup se sont rendus compte parce qu'on n'utilise pas les produits chimiques. C'est le miel, c'est le lait. En général, c'est les deux produits que nous utilisons. Alors, M. Diallo, vous êtes à la tête donc, de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, un parti créé depuis 2004, qui a donc bientôt 15 ans. Déjà, à l'époque, vous aviez commencé à nous expliquer un peu la genèse un peu de ce parti. Mais pourquoi la politique? Est-ce que, parce que bon, vous voulez défendre les questions d'accès à l'eau potable, vous auriez pu créer une association? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a 15 ans, il était plus facile d'avoir accès à la presse quand c'est un parti politique que quand c'est une association. Alors que, à l'époque, nous, on sentait que les populations à la base souffraient beaucoup de l'absence d'eau, sinon de l'utilisation de l'eau non potable. Vous savez que l'eau non potable entraîne des maladies de type hydrique. Et donc, nous, on voulait attirer l'attention dans un premier moment. Et donc, votre objectif n'était pas la conquête du pouvoir? Au départ, oui, au départ, mais pas maintenant. Au départ, c'était surtout mettre la pression. Et je suis content parce que je crois que dans la nouvelle constitution, il y a un article là-bas qui a dit que tout le monde a droit à l'accès à l'eau, selon ce que j'ai appris. Ensuite, le président Loroc a dit zéro corvée eau potable. Tout ça, je pense que, en tout cas, nous, on est heureux parce que depuis 2004, nous nous battions pour que l'eau potable soit accessible à tout le monde. Comment est née justement cette passion pour la cause de l'eau? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Mais d'où vient en fait cette passion-là? Tout à fait. D'abord personnel parce que moi je faisais la transhumance et les enfants des cultivateurs comme les enfants des éleveurs, tous on buvait de l'eau non potable, c'est-à-dire l'eau des premières, parce que la transhumance c'est au moment des premières pluies, et on buvait vraiment de l'eau qui n'était pas propre. Et je m'étais toujours dit que si je grandis, voilà le métier, voilà la problématique que j'allais poser et voilà les solutions que j'allais apporter. C'est d'abord une histoire personnelle et j'ai entraîné des amis parce que beaucoup étaient des enfants des ministres mais qui ne connaissaient pas cette situation mais qui ont épousé l'idée. Alors vous créez donc votre parti, nous sommes en 2004 et après on vous retrouve dans la mouvance présidentielle à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez créé un parti pour finalement vous fondre dans un mouvement? Oui, mais je crois que c'est 5 ans après, c'est vrai. Quand on a créé notre parti, nous avons dit que nous n'allons aller ni à la mouvance, ni à l'opposition. Paix à son âme, c'est Eugène Diengéré en 2010 qui m'a convaincu, avec d'autres camarades, que la politique de la chaise vide n'était pas intéressante et que de venir, bon, on va soutenir le président. J'ai dit, bon, dans ces conditions, c'était nécessaire aussi qu'on voit le programme du président parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui vont mettre l'accent sur l'accès à l'eau potable. Au-delà de ça, peut-être que c'était le fruit d'un marchandage politique. Peut-être que vous avez promis des choses. Non, pas du tout. Parmi nous sommes tous des entrepreneurs. On ne s'en sort pas trop, mais on n'est pas dans la misère. Et je ne crois pas, parmi nous, à l'époque, il n'y avait pas quelqu'un qui cherchait un poste. Je pose la question parce qu'on a soupçonné quand même l'ancien parti majoritaire à l'époque de créer un peu l'émiettement de l'échiquier politique en créant des partis satellites et tout, dans la logique de diviser pour mieux rien. Est-ce que vous ne tombez pas dans ça? Est-ce que vous n'étiez pas devenu un parti satellite? Non, je vais dire non tout de suite parce que quand on a créé le parti, je viens de la commune de Zignaré, Barkounba, bien entendu, et quand je voulais être candidat, il y a eu une pression sur ma famille pour que je n'émiette pas effectivement les voix du CDP de l'époque. J'ai dit non, je ne suis pas du CDP, je n'épouse pas ces idées, donc je serai candidat.
Il y a eu vraiment une grande pression, parce que c'est quand même... tout le monde se connaît. J'ai dit non, dans tous les cas, moi je serai candidat de mon parti. J'ai été, effectivement, la jeunesse m'a voté, j'étais élu, j'étais conseiller à la commune de Zignaré. J'étais parmi, je crois que nous étions 2 à ne pas être du CDP, sinon tout le monde, tous les conseillers étaient CDP. Ça montre donc que ce n'était pas leur création. À l'époque, c'est à l'époque justement que peut-être si j'avais voulu occuper un poste, j'allais occuper. Mais c'était pas... Si j'occupais un poste, on vous a proposé des postes? Oui, en tout cas, bien entendu, il y avait ces possibilités, mais je n'ai pas accepté. Peut-être que vous avez converti ça en avantage pour vos entreprises? Non, je n'ai jamais eu un marché de gré à gré. Jamais, on peut regarder, jamais, je n'ai jamais obtenu un gré à gré. J'ai toujours soumissionné sur la base de la revue des marchés publics. Donc, 2010, vous êtes convaincu donc par monsieur Eugène, voilà, qui n'est plus de ce monde, donc de soutenir la candidature du président Blaise Compaoré. 4 ans après, nous sommes dans l'insurrection. Comment vous avez vécu cet épisode d'abord? Je vais dire d'abord qu'en 2012, je suis passé à Surface de Vérité et j'avais déjà dit que le président Blaise Compaoré devait libérer en 2015. Parce que nous aussi, que le soutenions, nous avions besoin d'espace pour notre promotion. Je l'avais déjà déclaré. Et un peu avant l'insurrection, bien entendu, j'avais fait une interview dans le journal Le Quotidien où j'avais dit que nous, on quittait la mouvance présidentielle parce qu'on n'était plus d'accord sur la possibilité de modifier l'article 37. Et quand vous avez affirmé ça, politiquement, on a quitté. Vous avez quitté, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de pression? Parce que vous étiez donc dans la mouvance qui était en train donc de préparer la modification de l'article 37 pour permettre au président de se représenter. Alors vous quittez. En ce moment, est-ce que vous n'avez pas subi peut-être des pressions? Non, franchement, pour ça, pas de pression du tout. Parce que j'avais parlé bien avant qu'en 2015, c'est normal si le président voulait aussi que tout se passe bien, qu'il libère. En 2012 déjà, mais est-ce que vous étiez à ce moment-là dans la posture de quelqu'un qui s'imaginait qu'une insurrection pouvait arriver en 2014? Ah oui, moi j'ai toujours, jusqu'à demain, parce qu'il y a des théories politiques qui disent que le pouvoir est au bout du fusil, le pouvoir est dans la rue, le pouvoir est partout. Quand on fait la politique, on doit s'imaginer qu'à tout moment, quelque chose peut arriver. Alors, M. Diallo, votre parti se réclame communiste libéral. Tout à fait. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que communiste et libéral, en tout cas dans toutes les écoles jusqu'à présent, ce sont des courants politiques diamétralement opposés. Alors vous êtes communiste et libéral. À la fois. C'est une histoire. Je fréquentais beaucoup Valère Sommet et donc il m'avait dit qu'il voulait créer un centre de formation pour former les jeunes aux différentes idéologies. Il avait même ouvert, les gens avaient commencé à venir et puis ils ont abandonné. Un jour, il m'a appelé, il a dit, mais lui, il veut créer un journal de référence pour faire des interviews à des personnalités politiques, économiques, culturelles, etc. Mais qu'il n'avait pas les moyens. Est-ce que moi je peux? Je dis, je n'ai pas les moyens, mais je vais créer. Le lendemain, j'ai fait la demande. Après, je crois que c'est un mois, j'ai eu le récépissé. J'ai créé donc le journal La Référence. Peut-être que vous avez lu ou pas. Et donc, le jour quand j'ai eu le récépissé, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, vous serez le premier à être interviewé. Il dit, quand j'ai dit demain. Et demain, effectivement, j'ai appelé des journalistes, nous sommes allés. Après l'interview, il m'a dit qu'il me demande autre chose. J'ai dit, quoi? Paix à son âme. Il a dit, lui, il travaille sur
la Chine continentale. Comment la Chine continentale a pu être une puissance économique. Il s'attendait à ce que ce soit une puissance militaire, mais économique, il ne s'y attendait pas, et qu'il a des brochures, et qu'il me demande également de faire des recherches pour voir, parce que ça peut être utile pour notre pays. C'est en cherchant, j'ai payé 2 livres sur Obama, j'ai payé 3 livres sur Martin Luther King, Malcolm X. Je cherchais en réalité chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Et j'ai découvert chez Martin Luther King qui disait que lui, il a lu toutes les thèses marxistes-léninistes. Il a lu les thèses capitalistes. Il s'est rendu compte que la vérité ne réside ni dans le capitalisme, ni dans le communisme, mais c'est dans l'alliance des deux. Que les communistes ne savent pas que la liberté individuelle est ontologique, mais les libéraux également ne savent pas que la justice sociale est fondamentale, car l'homme est un et indivisible. Donc, quand j'ai vu ça, je suis allé chez lui, j'ai dit, bon, voilà ce que moi j'ai trouvé. Mais est-ce que justement ce n'est pas... Ça vient. Hein? C'est pas de simples théories, de simples vues de l'esprit, quand vous le dites ainsi. Bon, je vais être bref d'ailleurs pour qu'on se comprenne. J'espère que vous avez lu Dominique Pelbois, le communisme libéral. C'est ça. Voilà. Donc ce n'est pas une vue d'esprit. Il y a des grands intellectuels qui ont déjà écrit sur le communisme libéral. Maintenant, est-ce que ça peut s'appliquer au Burkina? Peut-être c'est cette question qui peut être... Non, pas seulement au Burkina. Est-ce qu'on a un exemple déjà ce qui existe? Ah oui, moi je suis... D'ailleurs, avec mes amis, j'ai souvent des difficultés parce qu'ils sont des coutumiers. C'est-à-dire, ils veulent toujours quelque chose qui a déjà existé. Alors que moi, je suis toujours inventif, imaginatif. Je ne suis pas trop coutumier. Et donc, effectivement... Beaucoup même ne connaissent pas les différents ouvrages, les grands intellectuels qui ont écrit sur le communisme libéral. Je me souviens qu'il y a des journalistes qui sont venus quand j'ai dit, ils ont dit ça n'existe même pas. Il a fallu que je sorte les livres, les montrer, à un même qui a photographié, pour dire voilà les livres. Mais il y a des livres de fiction. Maintenant, il y a des livres de fiction, monsieur Diallo. Non. Vous pouvez taper dans Google, vous allez trouver. Non, ça, c'est des grands intellectuels. Si, il y a des grands intellectuels, mais qui sont dans la fiction, en fait. La fiction, elle est fiction tant qu'elle n'est pas dans la pratique. Comme je vous dis, je ne suis pas un coutumier, je suis inventif. Je crois à tout ce qui peut arriver. OK? Donc, on revient sur le communisme libéral, bien entendu. Donc, je suis reparti chez Valère Sommet, j'ai expliqué ce que j'ai trouvé. Il m'a dit d'amener l'ouvrage, j'ai amené, on a lu ensemble. Et il m'a dit d'approfondir. C'est dans approfondir que j'ai trouvé les différents livres de Pelbois, etc. Nous avons lu ensemble. Et on a trouvé effectivement que ça peut être bien pour nos pays. Je vais schématiser pour ne pas être trop long. Imaginez-vous par exemple que moi, j'arrive au pouvoir, communiste libéral. Hein? Vous allez voir comment vous allez être heureux. Et par exemple, on prend les entreprises. On peut dire à tous ceux qui veulent être entrepreneurs, ceux qui soumissionnent à part, mais on va appeler tous les opérateurs, ceux qui ont des capitaux, enfin pas des capitaux, ceux qui ont assez d'argent, on paye des machines. Eux, ils payent les machines, c'est pour louer à ceux qui soumissionnent. Un cabinet de GRA, c'est-à-dire une autre entreprise, c'est uniquement pour donner les techniciens, les manœuvres à ceux qui ont soumissionné. Vous voyez un peu? Il y a l'autre à la machine, il donne à celui qui a soumissionné. L'autre a le personnel, il donne à celui qui a soumissionné. OK? Et maintenant, soumission, donc on a ici les machines, on a ici le personnel. Et l'État maintenant qui est la puissance publique, fait le contrôle de telle sorte que un jeune ne dira pas qu'il ne peut pas créer une entreprise parce qu'il n'a pas de machine. Il n'a pas besoin d'acheter une machine.
Parce que les grands opérateurs économiques ont payé les machines. Il n'a pas besoin de personnel parce qu'on a déjà une banque de personnel. Mais justement, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est schématiquement comme ça, on a l'impression d'assister à de la politique fiction. Parce qu'aujourd'hui, la réalité pour le moment, c'est que à une certaine époque, on avait les deux blocs qui étaient là, donc le mur est tombé. Aujourd'hui, c'est la grande vague capitaliste. Dans le monde entier, vous prenez aujourd'hui même la Chine ou la Russie, ce sont des pays qui n'ont plus donc de capitalisme, de communisme ou de socialisme que peut-être de non. Parce que la pratique, dans la pratique... Chine a conservé le communisme. Oui, mais maintenant, c'est l'économie qui est ouverte. On est justement dans le domaine économique. Par exemple, au Burkina, si vous êtes élu, bon, je ne vois pas comment vous pouvez appliquer quelque chose comme ça. Mais le schéma pouvait vous faire comprendre déjà que l'application est aussi simple. Le communisme libéral. Voilà. Alors, M. Diallo, vous dites également que vous n'êtes pas un parti électoraliste. Oui. Un parti est créé pour la conquête du pouvoir, aller aux élections. Vous dites que vous n'êtes pas un parti électoraliste. Alors, vous êtes un peu... Expliquez-nous. Je vais expliquer en disant que ce qui fait qu'au Burkina Faso, nous avons des difficultés, c'est parce que la démocratie, ici, c'est le hurlement de la populace. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de gens derrière lui, ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne faut pas vous étonner un jour que quelqu'un ait enlevé l'or et venir être président du Burkina. C'est ça, je vais dire, que c'est de type électoraliste. C'est-à-dire que si tu as l'argent, pour peu que tu aies l'argent au Burkina Faso, même si tu n'as... Je ne veux pas dire que ceux qui ont étudié sont meilleurs. Même si tu ne connais pas grand-chose dans la gestion de la chose publique, au Burkina, tu peux être élu. Ça, soyez sûrs, c'est comme ça. Et nous, nos partis d'avant-garde, nous devons préparer les Burkinabés à ne pas accepter ce type de politique. C'est pour ça que vous n'êtes pas électoraliste. Vous êtes dans quoi alors? Hein? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la formation ou bien concrètement, quand vous n'êtes pas électoraliste, comment vous préparez? Donc, c'est comme je disais, nous voulons déjà préparer la conscience citoyenne pour leur dire que la démocratie, ce n'est pas seulement ce hurlement derrière, non. C'est aussi un idéal. La démocratie, c'est un idéal. Alors en disant, M. Diallo, on a l'impression que vous êtes toujours dans l'ombre, notamment le parti Hardi. Vous avez participé à des législatives, à des municipales depuis donc 2006, si je ne m'abuse. Oui, voilà, vous n'avez jusqu'à présent pas eu un seul élu national, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas un échec? Non, pas du tout. J'ai déjà dit que nous ne sommes pas un parti électoraliste. Donc mais ce serait bien d'avoir des élus quand même. Oui, mais moi-même j'ai été élu conseiller municipal à Zignaré, mais ça c'est pas le problème. Nous nous sommes dit que nous nous étions dit à l'époque que nous étions jeunes et que nous avions besoin d'apprendre. Il ne s'agissait pas à l'époque de pousser ceux qui sont devant, mais c'est d'observer, c'est de suivre pour avoir de l'expérience avant de se lancer. Peut-être vous allez voir en 2020. C'était d'accepter, accompagner, apprendre avant de se lancer. Je sais que certains démissionnent rapidement parce qu'ils ne sont pas élus. Nous, on n'est pas allés pour 5-10 ans. Hardi est là pour plus de 99 ans. C'est un parti, ce n'est pas comme le conglomérat des individus qui se rencontrent pour prendre des postes électifs. Et non, ça c'est un parti qui s'est créé. Même dans 99 ans, il sera là. Parce que la fondation est solide. Ce n'est pas aller directement au poste qui est important pour nous, mais c'est de savoir où nous allons qui est important pour nous. Monsieur Diallo, aujourd'hui, les états-majors politiques ont déjà mis donc leur machine en marche pour 2020. On a vu également Hardi qui vient donc d'effectuer sa rentrée politique. En 2015, vous avez soutenu la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour 2020, est-ce que vous êtes dans la même logique? Est-ce que vous êtes dans la même dynamique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que nous soyons. Nous avions soutenu la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré
parce qu'il avait dit 0 corvée eau potable. Il reste 1 an, 0 corvée eau potable n'est pas à jour. Si ce n'est pas à jour, je ne vois pas pourquoi nous allons le soutenir. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, n'est-ce pas? Hein? Beaucoup de choses ont été faites quand même dans le domaine de l'eau. Beaucoup de choses. Bon, je prenais un jour la route Ouaga-Zignaré à 30. Vous allez voir une centaine de bidons autour d'un forage, des petites bagarres entre les femmes. Non, je ne crois pas. Il y a beaucoup de choses. On a peut-être plus de 5000 forages en panne. Et puis la distribution, je vais dire, comme c'est des partis électoralistes. Donc, l'élu vient, même s'il y a des forages, vous allez trouver un village peut-être qui a 10 forages, et un autre village qui est à côté, qui a juste un seul forage, parce qu'il n'a pas une puissance, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'élu avec lui. C'est ça le problème. Peut-être qu'ils ont fait beaucoup, mais juste là où ils ont des électeurs. En tout cas, il y a près de 80 villages aujourd'hui, je crois, qui n'ont même pas de point d'eau. Mais aujourd'hui aussi, quand on écoute du côté de la majorité, oui, on évoque l'insécurité qui n'a pas été propice à l'accomplissement d'un certain nombre de promesses. Est-ce que ça ne vous parle, vous n'êtes pas sensible à cela? Et bien entendu, c'est un indice, mais je crois que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Quand on vient au pouvoir, je pense qu'on voit très loin. Et beaucoup d'aléas, parce que comme quelqu'un des philosophes aime dire, il y a des choses qu'on maîtrise qui vont arriver, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser qui vont arriver. Donc il faut calculer tout ça ensemble. Peut-être que vous avez attendu un appel du pied qui n'est pas venu, après avoir soutenu le président. Non. Peut-être que M. Danfodio Ousmane Diallo se serait vu ministre de l'eau et de l'assainissement. Non, pas du tout. Ça va venir. Je vous dis que nous, on n'est pas pressés. De toute façon, on ne meurt pas de faim. Ce n'est pas aller prendre un poste, c'est servir. Mais pour le moment, de la manière dont nous voyons les choses, je me demande si c'est pour servir. Mais justement, sur cette question de l'eau, pour vous, quelle est la solution miracle aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont lancés, que ce soit au niveau du gouvernement, avec des partenaires également qui interviennent. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas encore atteint la pleine satisfaction. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'abord que dans les marchés publics, les hommes politiques, comme c'est des partis électoralistes, ils donnent à leurs électeurs, qui ne sont pas souvent des professionnels. Souvent, il y a des marchés qu'on lance 2 fois, 3 fois. Donc, quand vous entendez, vous pensez que c'est réalisé. Mais en réalité, c'est résilié. Ce n'est pas réalisé. Parce qu'on a donné à des gens, parce que son père, chef de village, il nous avait voté, un tel. Je crois qu'il y a ce problème qui est posé. Ensuite, les élus. Quand il y a les forages, au lieu de voir les villages qui n'ont pas de forage, ils vont là où il y a une densité moyenne qui les a votés. On met tout. Comme je vous disais, il y a des villages qui ont peut-être 10 forages. Et vous allez voir à côté un grand village, soit qui n'a pas, soit qui a un forage ou 2, l'autre est en panne. Et bon, on les maintient dans la misère et on dit les élections prochaines, si vous nous votez, vous aurez un forage. Mais si vous ne votez pas, il faut que les politiques fassent beaucoup attention. Parce que même les différents conflits avant le terrorisme, les différents conflits étaient liés surtout à l'accès aux points d'eau. Parce qu'on met tous les forages pratiquement autour de la cour du chef. Mais et ceux qui sont de l'autre côté? Quand ils viennent pour enlever, c'est... Voilà. Donc pour vous, aujourd'hui, le premier problème, c'est la répartition géographique. Tout à fait. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est la répartition, très fondamentale. Deuxièmement, il ne faut pas donner au marché forcément aux gens parce qu'ils vous ont élu ou bien parce qu'ils vous ont fait élire. Parce que vous allez résilier ces marchés demain. Et l'opinion pense, par exemple, qu'on a lancé 1100 forages. Peut-être que c'est 700 ou 600 qui seront faits. Alors, M. Diallo, vous l'avez dit donc 2020, vous n'êtes pas satisfait
en tout cas de l'option que vous avez prise en 2015. Qu'allez-vous faire en 2020? En 2020, nous avons fait notre entrée politique. Allez-vous être candidat? En tout cas, je souhaite. Mais maintenant, c'est un parti organisé, comme je vous dis, ce n'est pas comme les partis électoralistes. C'est le parti qui va décider. Mais moi-même, je suis intéressé. Mais ça dépendra du parti. Et le parti veut qu'on fasse d'abord le tour au moins de 5 régions avant de venir et de décider. Et je ne peux pas décider. Comme je vous dis, c'est des camarades depuis l'université, on a créé ensemble. Ce n'est pas genre les partis, sans les partis où je suis pro-intel, je suis pro-intel. Ça, ce n'est pas des partis politiques. On ne peut pas être dans un parti parce qu'il y a un tel. Mais c'est ça le problème du Burkina. Mais au-delà de l'eau, oui. Parce que c'est le parti de l'or bleu, mais on a l'impression qu'il n'y a rien au-delà de l'eau, M. Diallo, pour votre parti. Parce qu'il n'y a pas que l'eau quand même. Là. Tout à fait. Peut-être que, bon, comme peut-être vous militez ailleurs, mais je vous invite je ne milite nulle part. Je milite non, à quand vous regardez surtout. le logo, vous allez voir un livre. Le livre signifie le savoir, la connaissance, l'invention, l'innovation. Tout ce qui est savoir, c'est le livre. Maintenant, l'eau. Parce que nous avons dit que le Burkina ne peut pas se développer tant qu'il ne maîtrise pas l'eau et le savoir. C'est pourquoi nous avons combiné les deux dans notre logo. Que vaut l'Ardi aujourd'hui? Est-ce que, parce que vous êtes implanté dans toutes les régions du Burkina, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, en tout cas, compter sur une base solide? Voilà, si vous avez des ambitions pour 2020. Bien sûr, nous sommes implantés partout. Comme je vous disais, nous avions dit que si le petit poisson ne veut pas se manger par le grand poisson, il doit faire attention. Nous avions dit que nous allions d'abord progressivement les suivre. Mais nous pensons qu'après 15 ans, on peut sortir de l'eau. Vous êtes devenu un gros poisson? En tout cas, on a un peu. En tout cas, nous allons sortir de l'eau. Et donc, nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes dans combien de régions? Dans combien de régions? Bon, nous, nos stratégies, c'est pas... Ça, c'est des stratégies classiques. Nous ne disons pas... Nous sommes dans tout... Nous sommes dans l'espace territorial. Et si les votes, c'est à l'étranger, nous y serons également. Voilà. Il n'y a pas un village ou un... En tout cas, il n'y a pas une commune, un village qui ne nous connaît pas. Alors, M. Diallo, on va évoquer à présent l'actualité. Oui. C'est la deuxième partie de l'émission. À commencer par ce dialogue politique que donc le président du FASO a initié pour donc apaiser donc le climat politique, mais également favoriser la cohésion sociale. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un dialogue qui a du mal à s'enclencher parce que l'opposition pose des préalables. Du côté de l'Alliance, la majorité ont crie à la mauvaise foi. Alors, quelle est votre lecture? Je pense que ce dialogue n'est pas national, parce qu'il n'est pas inclusif, parce que nous n'avons pas été invités. Et je pense que tous les partis ont la même dignité. C'est le même récépissé que le ministère de l'Administration donne. Pourquoi donc inviter certains partis et ne pas inviter d'autres? De ce point de vue, je pense que ce dialogue est exclusif et il ne sera pas utile pour le Burkina. Juste parce que vous n'y êtes pas? Pas que je ne suis pas seul. Il y a 150 partis politiques. Et je considère que les partis ont la même dignité. S'il y a un problème national, on doit appeler chaque parti. Venez, chacun a une idée. Jean-Jacques Rousseau qui a écrit le contrat social, il a dit que la volonté générale peut errer. La volonté, le grand nombre peut se tromper. Et un autre a dit, les grandes choses ne sont pas souvent faites par des grands hommes, mais par des simples citoyens. C'est ça le problème du Burkina. Parce que les gens ont l'argent, ils ont beaucoup d'électeurs, c'est les grands partis, mais ça ne va jamais résoudre le problème du Burkina tant qu'on ne fait pas appel à chacun. Si chacun qui a voulu, parce que vous n'avez pas de parti politique. Non. Pourquoi? Mais pourquoi Tenga, Raogo et Naraogo ont créé des partis? Parce qu'ils ont des visions. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'on va dire non,
C'est eux là seulement, eux non. Moi, je pense que pour que un dialogue national réussisse, il faut inviter tous les partis politiques. Si quelqu'un a créé un parti politique, c'est pour faire la politique. Mais pas individuellement, parce que quand vous regardez tous les partis aujourd'hui, ils sont soit de la mouvance, c'est ça l'erreur, soit affiliés au chef de file de l'opposition. Maintenant, il est clair que si des partis peut-être sont en dehors de là, qui n'existent pas ni à l'Assemblée, qui n'ont pas de conseillers, bon, c'est quelle représentativité? Mais bref, ce n'est pas là-bas la question. Je vais dire qu'il faut qu'on quitte dans ces moules-là. Il faut qu'on innove. Il y a longtemps, depuis Blaise Compaoré, c'était comme ça. C'est sectaire, c'est parcellaire. Oui, les partis qui ont les députés, oui. Mais ça nous a amené où? À l'insurrection. Aujourd'hui, ça nous a amené où? Nulle part. Donc, il faut savoir inventer, il faut changer les choses. On ne peut pas quand même tourner sur le même pied comme si on était des coutumiers quand même. Non, ce n'est pas possible. Moi, je pense que le président devrait inviter tous les partis politiques. Que chaque parti, aussi minime soit-il, puisse exposer sa vision, son point de vue par rapport au dialogue national. Maintenant, s'ils veulent faire un dialogue parcellaire, sectaire, entre ceux qui ont les députés à l'Assemblée, ben, nous on les applaudit, mais nous pensons que ce n'est pas du type national. Monsieur Diallo, la réconciliation nationale également, que vous évoquez tantôt, du côté de la CODER, on estime aujourd'hui que pour parler de réconciliation, il faut au préalable que les exilés politiques, en tout cas ceux qui sont appelés exilés politiques, rentrent. Est-ce que vous partagez cet avis? Pour la réconciliation, je vais partir depuis 1947, bien entendu, la reconstitution de la Haute-Volta, avec 63 ethnies. Donc, c'est des femmes et des hommes qui ont travaillé pour que les 63 ethnies aient une histoire commune. Nous sommes un et indivisibles au Burkina Faso. Et si on dit réconciliation, c'est qu'il y avait eu d'abord conciliation. Donc, il y a un problème qui se pose. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que c'est entre les ethnies, les 63 ethnies? Est-ce que c'est entre des groupes d'anciens amis? Il faut qu'on pose la question. Moi, je suis pour la réconciliation, même si c'est entre deux personnes. La réconciliation avec les conditions posées par la CODER, qui estime aujourd'hui qu'il faut que l'ancien président revienne. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, c'est ça, j'ai dit. Moi, je suis pour que tous les Burkinabés, où qu'ils se trouvent, qu'on se retrouve, qu'on soit ensemble. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Dès qu'on peut réconcilier deux personnes, c'est déjà très bien. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre, mais il faut que la justice également fasse son travail. Autre point de l'actualité, on a donc la coalition des syndicats libres aujourd'hui qui crie à la trahison, après donc l'accord trouvé entre le gouvernement et les syndicats du ministère de l'économie et des finances, qui permet en tout cas que une partie des avantages que les agents du ministère avaient puissent en tout cas être préservés. Aujourd'hui, on estime qu'on est déjà rentré dans le cas par cas, parce que après les agents du MINEFID, on a vu c'est le ministère, les agents du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, quelle est votre lecture de cette situation? Je crois que le gouvernement a pris une bonne mesure. Une très bonne mesure, parce que les opérateurs économiques commençaient à être asphyxiés. Honnêtement, les gens commençaient à être très fatigués. Et je pense que c'est ça qu'on appelle gouverner, c'est trouver les solutions. Même si c'est des solutions en attendant, c'est déjà bon. En tout cas, moi je soutiens le fait qu'ils ont pu régler ce cas parce que l'économie burkinabé commençait à souffrir. Et il faut trouver un remède en attendant le grand remède. Ils ont trouvé un remède, ben, c'est déjà pas mal. Mais vous avez vu qu'après cet accord-là, eh bien, il y a d'autres syndicats qui estiment aujourd'hui que bon, si on a pu concéder cela aux agents du ministère de l'économie, eh bien, aujourd'hui, chacun doit également revendiquer et obtenir voilà, ses avantages.
Oui, c'est vrai, mais je pense que je ne suis pas contre que les uns et les autres puissent améliorer leurs conditions de vie, mais je pense que la situation que nous traversons actuellement, l'insécurité, il faut mettre beaucoup de moyens à la disposition de nos FDS. Je pense que chacun devrait en tout cas mettre de l'eau dans son verre pour que nous puissions aller tous de l'avant. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout est priorité, parce que nous voulons que nos enfants passent les examens. Ça aussi, c'est un problème prioritaire. Nous voulons la sécurité. Il n'y a pas assez de moyens. Vous estimez que, par exemple, les syndicats tirent trop sur la corde? En tout cas, je pense que si j'étais au pouvoir, j'allais aussi régler les problèmes au cas par cas. Parce qu'au moins, en attendant, je sais que les opérateurs économiques sont satisfaits. Maintenant, il y a une autre bagarre qui s'ouvre. Elle aussi, elle sera résolue. Quand on ne peut pas tout régler, mais c'est mieux de régler au cas par cas. En tout cas, si j'étais au pouvoir, j'allais régler ça cas par cas. Alors, M. Diallo, l'insécurité, vous l'avez évoqué tantôt, avec donc un pasteur qui a été assassiné, ainsi que 5 de ses fidèles dans le Sahel. Alors, quelle réaction? Triste, très triste, comme on venait de le dire, et je l'ai dit à ma conférence. Il faut que le monde rural prenne conscience qu'il y a des individus mal intentionnés qui veulent les diviser. Ils veulent cogner les religions entre elles. Ils veulent cogner, je ne sais pas si le mot est bon, ils veulent en tout cas créer des conflits entre les ethnies. Et dans ma conférence à la rentrée politique, j'ai fait venir rien que du monde rural pour leur dire de faire très attention, de rester soudés, de ne pas permettre à quelques étrangers ou même qui n'est pas étranger d'entrer entre elles, je veux dire les populations, quelles qu'elles soient. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est des agents extérieurs ou intérieurs qui tuent soit les chefs religieux, soit les chefs coutumiers, soit... En tout cas, toujours est-il qu'ils font tout pour que les ethnies, pour qu'il y ait des conflits. Et c'est à nos populations et à nous tous de faire en sorte qu'il y ait que les arts ne puissent pas rentrer par une fissure du mur. En tout cas, moi, j'ai demandé au monde rural de faire en sorte de faire tout possible pour que personne ne puisse les diviser. C'est pas parce qu'ils sont assez intelligents de toute façon pour manipuler, mais il ne faut pas que les Burkinabés acceptent. Ils sont un et indivisibles. Nous sommes tous nés... Justement, il y a eu la réaction, notamment de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, qui appelle justement les fidèles à ne pas se tromper d'ennemis. Oui. Voilà, est-ce que ce n'est pas également le moment pour toutes les confessions religieuses, peut-être, de porter ce message-là pour éviter donc qu'il n'y ait des fissures dans le mur? Merci. Que ce soit les confessions religieuses, que ce soit surtout les partis politiques. Surtout les partis politiques. Parce que c'est eux qui ont créé des partis et qui disent qu'ils veulent améliorer les conditions de vie des populations. Je pense que les partis politiques doivent organiser des rencontres, sensibiliser, parce que dans ma conférence, j'ai aussi dit qu'il y a certaines élites, certains diplômés qui divisent. Ce n'est pas bien. Il faut que les gens essaient surtout de faire en sorte, parce que ceux qui sont dans les villages croient à ceux qui sont en ville, en tout cas à ceux qui sont, voilà. Et donc, il faut que nous fassions en sorte que leur pays là reste un et indivisible, comme on l'a trouvé. Cette semaine, on célèbre également la journée de la liberté de la presse. Une fois de plus, le Burkina fait partie, en tout cas des bons élèves
36e sur près de 180 pays classés. Le Burkina a même progressé de 5 places. Alors comment vous réagissez à cela et comment vous jugez d'une manière générale, en tout cas la presse burkinabé? Merci. Lors de ma rentrée politique, mais je me suis déjà répété, j'ai félicité la presse burkinabé pour les efforts, pour la construction de la démocratie dans notre pays. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes suffisamment informés des nouvelles d'ici et d'ailleurs. C'est grâce à vous également que nous sommes formés. Parce qu'une fois que vous nous informez, nous devenons formés. En tout cas, je félicite la presse burkinabé. D'ailleurs, sans la presse, nous autres, qui va nous connaître? Et donc, que Dieu vous bénisse. Je pense que vous devez aussi faire plus d'efforts. Mais cette liberté, certains estiment aujourd'hui que c'est une liberté également qu'il faut savoir pas recadrer, mais en tout cas, il faut que ça s'accompagne de la responsabilité. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas la presse classique, mais quand vous regardez par exemple aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit du tout. Est-ce que ça également, ce n'est pas quelque chose quand même qui, malgré donc la volonté de préserver la liberté de presse, doit être réglementé? Tout à fait, mais je pense que pour les réseaux sociaux, ça peut être assez difficile. Donc, c'est aux différents acteurs de comprendre que les réseaux sociaux permettent à n'importe, je ne dis pas n'importe qui, permettent à tout le monde de dire ce qu'il veut. Moi, là où j'interviens, c'est nos journalistes. En tout cas, ils sont très professionnels et donc vous êtes à féliciter. Monsieur Diallo a eu la visite cette semaine d'Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne au Burkina Faso. C'est une première. Est-ce que ce n'est pas une victoire déjà diplomatiquement pour notre pays? Tout à fait. À chaque fois, déjà, le Burkina, c'est un pays d'hospitalité, comme on le sait, comme on l'a trouvé. Et à chaque fois qu'il y a une grande personnalité qui vient, c'est un point en plus. C'est une victoire en plus. En tout cas, c'est le lieu de féliciter notre diplomatie. Monsieur Diallo, là également, on a vu, parce qu'elle a participé au sommet extraordinaire du G5 Sahel, un sommet donc, qui s'est apaisanti sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Et le président du Faso a réaffirmé aujourd'hui la nécessité pour les Occidentaux de mettre fin à la crise en Libye. Et beaucoup ont estimé que c'était assez osé pour le président d'évoquer donc cette responsabilité des pays occidentaux. Comment vous jugez en fait cette intervention du président? Je crois que jusque-là, le président était dans une dynamique de prudence et de pondération, parce que les Occidentaux, ce n'est pas des enfants de cœur. S'ils ont pu détruire la Libye, ma foi, il n'y a pas... C'est bien, c'est courageux, mais en réalité, c'est gênant. Alors qu'en diplomatie, on doit éviter tout ce qui est gênant, tout ce qui peut déranger ces grandes puissances. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il faut justement franchir, laisser tomber donc un peu ces contorsions diplomatiques? Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui la Libye est devenue un foyer permanent, un foyer ardent, parce que en plus de la crise qui était, là on tentait d'en sortir, le maréchal Haftar a lancé une offensive pour prendre Tripoli, ce qui en rajoute au chaos, et on sait que tout vient de là-bas, les armes circulent dans toute la bande sahélo-saharienne. Est-ce qu'il ne faut pas justement mettre fin à appeler le chat par son nom? On peut appeler le chat par son nom si au moins on était autosuffisant du point de vue alimentaire. Ne serait-ce que ça. On n'a pas une arme nucléaire, on n'est pas autosuffisant. On a tellement de difficultés que je ne suis pas peureux parce que les gens vont croire que non. Je suis aussi patriote, je veux des idées novatrices, mais en matière de relations, il faut peser. Mais est-ce qu'il n'y a pas une fuite de responsabilité des Occidentaux aujourd'hui pour ce qui est de la Libye?
Mais il faut d'abord placer la responsabilité des Occidentaux, parce que là-bas, ce sont les transnationales qui dirigent, c'est-à-dire les grandes entreprises. Et c'est elles qui fabriquent les armes, c'est elles qui financent. Mais si nous, je ne souhaite pas, en tout cas, ce qui est sûr, ce sont les transnationales qui gouvernent. Là-bas, il y a peu de public, plus de privé. C'est ça le problème. En tout cas, de mon point de vue, notre diplomatie doit être assez prudente. Pour finir, on a le Bénin, qui était donc considéré comme le laboratoire de la démocratie dans la sous-région. Tout à fait. Aujourd'hui, qui est donc, en tout cas, qui connaît des périodes de tension à l'issue donc des élections législatives, où l'opposition n'a pas pu donc participer. En tout cas, leur candidature a été invalidée. On parle déjà d'au moins 2 morts dans les affrontements. Quelle lecture vous faites de cette situation au Bénin? Très regrettable parce que, si je me souviens, on était à l'université à l'époque, il y avait conférence nationale souveraine. C'était le Bénin qui avait inauguré. En tout cas, c'est Bénin de Mathieu Kérékou, c'est un pays qui avait réussi. Seul Jean-Jacques Rousseau a dit que la démocratie ne convient qu'au gouvernement de Dieu. Mais on peut dire que le Bénin en Afrique, plus le Sénégal, était sur une meilleure route. Donc c'est dommage pour nous tous, pour tous les intellectuels africains, que nous soyons encore à cette étape. J'aurais voulu voir autre chose que ce qui m'est donné de voir au Bénin. Comment en sortir? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ancien président Boni Yayi, ainsi qu'une bonne partie de l'opposition, réclament l'arrêt du processus électoral. Du côté donc du président Talon, on n'entend pas du tout de cette oreille-là parce qu'on estime que les élections étaient crédibles, même s'il y a eu une participation très faible, voilà, un peu moins de 30%. Aujourd'hui, comment on en sort? Oui, c'est... Est-ce qu'il faut annuler les élections, par exemple? C'est normalement, parce que je crois que c'est autour du taux de participation, c'est 22%, je crois. Mais nos pays nous ont habitués à ça. Même ici, Blaise Compaoré était élu à un taux très faible. C'est donc à l'UA, à la CEDEAO, à l'UEMOA, c'est à tous nos dirigeants de se mettre ensemble et de dire plus jamais on acceptera, mais c'est la démocratie aussi, peut-être c'est difficile de le dire, que quelqu'un empêche les lois d'exclusion eu lieu au Burkina. Et c'est des choses qu'il ne faut pas admettre, de mon point de vue. De mon point de vue. Et aujourd'hui, il faut que les pays voisins peut-être partent demander aux différentes parties de s'en prendre parce que c'est nous tous qui perdons. Nous tous qui sommes allés à l'école de la démocratie, à l'école, pour amener l'Afrique très loin. Quand on voit ça, quand tu voyages, tu discutes avec certains et on montre ça. C'est vrai qu'il y a eu les gilets jaunes aussi en France, mais c'est gênant. C'est simplement gênant que le Bénin, qui était une référence, retombe peut-être à plus de 10 ans en arrière. Monsieur Diallo, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. On rappelle, mesdames et messieurs, l'invité ce soir est donc monsieur Ousmane Diallo, président de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration hardie. Merci. Merci encore. Voilà, mesdames et messieurs, Sur la Brèche pour ce soir, c'est fini. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre numéro.